Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous sommes en direct avec le président national du nouveau mouvement populaire, Monsieur Bandakani, qui va encore une fois de plus partager son analyse de l'actualité ambiante, la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Jules. Toujours un plaisir d'être à mon poste. Nous sommes en direct, Monsieur le Président, sur notre chaîne Mais NNP officielle. c'est ce que je vois. Apparemment, c'était un rendez-vous et il était attendu. Très, très attendu. Ben, je suis là parce que je suis honoré par tout ce que je vais rencontrer par la magie du numérique pour partager à propos de cet événement extraordinaire de la vie internationale et mondiale. Bien évidemment, pour le plus grand bonheur de nos abonnés. Ben, je vous en prie. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un nouveau co-modérateur, Monsieur Kessempek, Thierry Leroy, avec lequel nous allons vous entretenir pour près de 1 heure, 1 h 30 de direct. Monsieur Kessempek, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jules, et bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Beck. C'est devenu un rendez-vous quasi quotidien de se revoir et de parler des sujets d'actualité et qui scrutent l'actualité géopolitique. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mais c'est aussi là une image d'un parlons comme ça, d'un président de parti assez original. On sera disponible pour non seulement échanger avec les internautes et au-delà, mais de créer ce qu'on appelle une école populaire, une grande académie populaire, dans ce sens où la pédagogie est partagée. Personne dans la science infuse, on échange sur des sujets majeurs. C'est cette dynamique-là qui m'a motivé entre autres, à investir les réseaux sociaux. Vous savez, quand on a commencé ici, il fallait répondre à nos meilleurs ennemis qui disaient maintenant qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les réseaux sociaux. Ils préféraient la manière précédente d'habiter les réseaux sociaux, à savoir donner de l'emploi à tous ceux-là qui utilisaient notre image pour s'enrichir, tout ça et comme ça. Ça plaisait tout le monde. Maintenant, quand on vient faire le travail qui doit être fait parce que le temps est arrivé de le faire, nos meilleurs ennemis nous ont interpellés. On avait répondu. Et bien voilà, ça donne ce que ça donne. Et nous, c'est une communauté qui doit grandir plus que ça, parce que l'ambition est globale. Il faut continuer à impacter de manière panafricaniste le monde entier. Voilà. Et tout le mouvement de la globalité qui structure le monde à l'heure actuelle. Monsieur le Président, nous vivons un scénario extraordinaire. Monsieur Donald J. Trump, comme on l'appelle, est élu 47e président des États-Unis. Et nous nous souvenons que il le fut en 2016. Et la période 2020, il y a eu une forme de passage à vide. C'est-à-dire, il a revendiqué sa victoire qui lui a été volée. Et cela a entraîné beaucoup de choses aux États-Unis. Nous souvenons des émeutes au Capitole. Et en 2024, il revient plus fort que jamais. Et les résultats qui tombent au fur et à mesure, il y a un État dans lequel les grands électeurs se sont tournés du côté de Trump. Et cela lui donne une avance de près de 312 grands électeurs. Donc nous observons un razzia Trump, une grande vague rouge. Quelle est votre impression de prime abord? D'abord, moi, je vais renverser le rôle. Hein. C'est extraordinaire pour qui, ce qui arrive là? Oui, extraordinaire. Le fait, il est là. Mais pour qui? Pas pour nous, pas pour le modeste individu qui est devant vous. Pourquoi voulez-vous faire l'impasse? Voulez-vous jouer à la fausse modestie? Vous voulez qu'on s'empêche de rappeler notre avant-gardisme? Qui plus que le NMP et les panafricanistes a vu, a annoncé, a anticipé sur l'événement Trump? Qui
notre soutien à Donald Trump est connu depuis. Et puis, de manière spécifique encore, pour signifier cet avant-gardisme qu'il faut souligner ici, qui a une signification géopolitique, politique, non seulement à usage externe et interne, sur le fait que nous sommes toujours en train d'être les précurseurs, en train d'assumer un rôle avant-gardiste qui consiste essentiellement à dégager cette grande vision des événements, à être en première ligne pour sentir, capter, pour ne pas dire annoncer, je ne voudrais pas jouer au prophète, ce qui va arriver. Ce sens de la vision, cet avant-gardisme, tout son sens n'est perceptible que si on s'inscrit dans ce que nous avons appelé le renouveau de la géopolitique mondiale, la nouvelle géopolitique mondiale, qui n'est plus gouvernée par les paradigmes anciens de la vieille politique, qui elle-même est consubstantielle au vieux monde, qui est justement en train de mourir avec ce que vous appelez la victoire extraordinaire de Donald Trump. Nous sommes allés plus loin. Le NMP et son président n'ont jamais reconnu Joe Biden. Pour la première fois, un petit Africain a dit que nous ne reconnaissons pas ce président. Je l'ai assumé, je l'ai dit à mon division. Dès le départ, nous avons été en première ligne pour dire qu'il est sénile, il n'a pas gagné les élections. C'était une élection volée, qu'il est sénile. Mais comme d'habitude, nous l'avons fait, et des gens nous ont insultés, les gens nous ont... Mais quand on n'a pas entendu, mais à la fin, c'est le Parti démocrate qui est venu confirmer ce que nous on disait il y avait plus de 4 ans. Pourquoi vous voulez passer sur cet avant-gardisme-là aussitôt comme ça? Non, il ne faut pas passer dessus comme ça, parce qu'on a payé sa chère. Comme toujours, l'avant-gardisme se paye, hein? Donc ne passez pas comme ça, à peu de frais sur les victoires et les signaux qui démontrent que nous sommes à l'avant-garde de la géopolitique mondiale. Et il y a longtemps que l'Afrique n'a pas fait ça. Je terminerai par dire que ce raz de marée électoral, comment on explique ça? C'est la preuve, s'il le fallait encore, que Trump n'a pas perdu la dernière fois. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, vous avez dit 319 grands électeurs. Vous imaginez ça? Là où il fallait 270, et ce n'est pas fini. Hein? Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore les résultats d'un État que nous sommes en train d'attendre, l'État du Nevada. Voilà, Nevada, ce n'est pas fini. Ce sont ils appellent les swing states, les États clés. Parce qu'ils sont au nombre de 7. Alors, donc tout ça, ça montre, il faut, parce que tout ça, on a été traité de complotistes, que ça ne nous a pas dit. Hein, on se lève un matin pour affronter l'État profond américain dans toute sa barbarie, sa violence, sa perfidie. Des hommes, des sorciers, des démons comme Obama, la clique de Clinton, etc. Dès le départ, on était en première ligne. Quand nous avons aperçu le visage de Kamala Harris, qu'est-ce que nous avons dit que une top modèle qui... Moi, je l'ai appelé comme ça. On a dit que voilà, on nous a sorti enfin la top modèle qui va réduire la politique à un spectacle le plus rabaissant, n'est-ce pas, en remplaçant l'intelligence par la posture des figures de petits voyous comme les Beyoncé, toute la crème de Testamania dépravée, n'est-ce pas, au service du mondialisme le plus débridé, le plus anti-humain. On a assumé tout ça et en cela, une fois de plus, on a été à l'avant-garde. Monsieur le Président, nous saluons vraiment votre avant-gardisme parce que quand vous ressassez toutes les victoires que le mouvement panafricaniste s'engrange, nous voyons l'actualité. De plus en plus, nous avons l'impression que tout ce que vous dites arrive. Je ne voulais pas jouer au prophète, mais d'ailleurs, moi, dans la nuit qui a précédé, dans la nuit de cette élection, parce qu'en Afrique, c'est la nuit qu'on a suit ça, par rapport au décalage horaire qui nous rattache aux États-Unis, mais nous n'avons même pas été les premiers à rappeler ça. C'était ceux qui nous écrivaient, et vous avez lu ce témoignage-là, qui même nous rappelait que non, président, c'est votre victoire, c'est la victoire des panafricanistes. Vous avez vu, et particulièrement vous, NMP, vous avez annoncé ces choses, vous avez vu ça avant tout le monde, etc. Donc les gens ont dit ça. Vous savez, moi, ici, j'ai fait des émissions dans des sites et des chaînes complotistes, vous vous rappelez.
Moi, je n'ai pas ce problème. Moi, j'ai fait des émissions réputées complotistes. Toujours assumer notre soutien au président Donald Trump. Maintenant, tout ça s'arrête devant la réalité des relations internationales, des relations étatiques, qui sont des relations d'intérêt, qui ne sont pas des relations d'amour. Et croyez-moi, nous sommes très, très loin d'être naïfs. Nous savons qui est Trump, ce qu'on peut attendre de lui et ce qu'il n'y a pas à attendre de lui. Voilà. C'est très, très bien dit. Vous avez ressassé pratiquement tous vos faits d'armes sur cette question. Bon, ce n'était pas le but. C'est toujours normal, Monsieur le Je Président. vous en prie. Monsieur le Président, nous voulons entrer dans le cœur de cette élection présidentielle et nous voulons connaître les ressorts. Qu'est-ce qui a joué pour que Trump revienne encore plus fort que jamais, comme les élections tentent de le démontrer? Mais avant toute chose, Monsieur le Président, le système politique américain est fondamentalement basé sur deux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Et dans ce système, il y a une différence d'approche sur le plan politique, économique, la priorité géoéconomique, la priorité des valeurs sociétales et de la politique extérieure. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a marqué la différence fondamentalement entre Kamala Harris et Donald Trump dans cette élection? D'abord, votre question me permet d'insister sur une mode qu'il y a en Afrique et qui paraît savante. Certainement prennent des grands airs qui ne sont même pas justifiés et qui ne sont pas justifiables. Oh, ils disent non, vraiment, il n'y a pas de différence entre les démocrates et les républicains. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Vraiment, ils défendent les intérêts américains. Voilà. Et de ce fait, ils veulent disqualifier des démarches comme les nôtres qui prennent position sur ces enjeux internes à l'État américain, sous le couvert d'une lucidité qui serait donc lucide, alors qu'il n'y a pas plus aveugle que ça. Cette prétendue lucidité cache en réalité une paresse en termes de travail, d'analyse géopolitique, qui permet de masquer l'incapacité à analyser les nuances les plus profondes d'un enjeu électoral. Et on masque ça derrière le fait que non, les démocrates et les gens de la droite républicaine sont pareils. Donc il faut dénoncer ça, c'est pas vrai. D'abord, première différence factuelle. Mais ce raz de marée, comment il s'explique? On peut l'analyser comment, si ce n'est pas en termes d'une différence que les Américains ont perçue entre les deux candidats. Mais Trump, pour les Américains, Trump est différent de Kamala Harris. C'est factuel. Donc, même avec, c'est clair. L'élection veut dire ça. Les résultats électoraux veulent dire ça. Cette différence est interne à l'Amérique, mais a-t-elle des répercussions internationales, se reflète au niveau international? Oui. S'ils sont différents en interne, ils sont différents à l'externe. En termes de conséquences sur l'Afrique et sur le monde. Ça, ici, il faut le réaffirmer. Et cette différence-là est claire. D'abord, pour bien percevoir cette différence-là, on va approfondir l'analyse en convoquant ici un divorce structurel qui s'est opéré au sein du capitalisme, au niveau d'une analyse globale, et qui oppose désormais le vieux capitalisme au nouveau capitalisme. Le vieux capitalisme, c'est le capitalisme industrialisé. Et pour le cas des États-Unis, ça correspondait à une domination de WAPS, White Anglo-Saxon Protestant, c'est tout ça. C'est pas, c'est l'Amérique que l'on qualifie entre guillemets de conservatrice, sur des valeurs WAPS, donc chrétiennes, etc. On tolère une immigration légale, ça veut dire qu'une immigration choisie, de facto, de fait, pas. Et désormais qui a été déclassé par le capitalisme désindustrialisé. L'industrie a été remplacée par la finance et ses spéculations. Et celle-ci tire les monopoles, c'est pour ça que Lénine appelait ça les monopoles,
les grandes entreprises caractérisées par le Big Right, Big Pharma, Big Food, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ces monopoles-là à leur niveau le plus élevé, le plus suprême. S'il faut convoquer ici Lénine dans son livre extraordinaire, que je recommande toujours aux gens de lire, qui est d'une brillante actualité, impérialisme, stade suprême du capitalisme. Là, c'est dépassé. Les prévisions de Lénine se sont avérées vraies. On est entré dans l'hyper-impérialisme, on a dépassé même, on est entré dans l'hyper-impérialisme, on a dépassé même ça aujourd'hui, pour entrer dans un nouveau capitalisme qui avait pour point d'aboutissement, c'est intéressant, la 4e révolution industrielle, avec tous ses corollaires, l'intelligence artificielle, le grand reset, et il faut insister là-dessus, la transhumanité, bref, la quasi-disparition de l'espèce humaine qui sera remplacée par une humanité basée sur l'intelligence artificielle. C'est ça le choc d'abord, c'est le choc fondamental, c'est le choc tectonique qui travaille la société américaine depuis très longtemps et qui va même déboucher sur le renouvellement en termes conceptuels et idéologiques des deux grands partis que vous venez de citer, les républicains et les démocrates. Il y a eu un changement de ces deux partis-là à partir des années 1960, et même avant. Hein, ce changement-là. Donc vous ne comprenez pas la société américaine si vous ne prenez pas en compte sérieusement ce choc tectonique fondamental qui travaille les États-Unis. Donc, l'Amérique désindustrialisée, ça a laissé sur le bord des territoires, n'est-ce pas, des territoires, les ouvriers, les prolétaires, des classes prolétariennes, et les classes prolétariennes, c'est toute cette Amérique-là, abandonnée à elle-même, sans perspective, sans espoir, qui en plus maintenant est travaillée par un autre facteur majeur très important, que je pourrais appeler la nouvelle immigration, qui fait pression sur l'ancienne immigration et que les démocrates ont poussé à bout. C'est l'enjeu du mur. Je ne parle pas de l'immigration légale, hein. J'avais à convoquer tout à l'heure. L'immigration illégale. Tout à l'heure, je reviendrai dessus. Donc, la différence, c'est ça. Ça s'est traduit en termes d'affect, en termes de le rapport à l'électeur, il y a différence. Les démocrates, c'est l'arrogance, c'est l'élite arrogante qui méprise l'Américain moyen, qui méprise l'Américain inutile. Et ça va de Washington, New York, jusqu'à Los Angeles. C'est un problème très sérieux aux États-Unis. Hein. Ce mépris-là de l'Américain moyen, de l'Américain déclassé, ce mépris-là, cette arrogance est désormais très difficilement supportable par une société américaine qui est travaillée par l'inflation. Le bilan de Joe Biden, simple économique, est catastrophique. 20%, plus de 20% d'inflation, une hausse des denrées, des produits de première nécessité, n'est-ce pas? Je ne parle même pas de ce qu'on appelle l'impact de l'idéologie woke. C'est-à-dire que qui pour les États, pour l'Américain non démocrate, s'explique par ce qu'ils appellent la dictature des minorités sur la majorité, des formes nouvelles de discrimination liées sur les LGBT, tout ça, dans l'armée, dans des grosses entreprises comme Boeing, etc., où désormais vous avez des politiques anti-sélection, c'est-à-dire où vraiment un Américain normal, un Américain blanc, chrétien normal, n'est-ce pas, face à un Américain transgenre, LGBT, etc., dit minorité entre guillemets, vous n'avez plus les mêmes chances à l'embauche, dans l'armée, dans les grandes entreprises. Donc, vous voyez, c'est un choc. C'est un choc. Et Trump incarne cette Amérique-là qui ne se reconnaît pas dans le gauchisme des démocrates, n'est-ce pas? Et ça, c'est depuis les années 60 hein, que ce travail de fond a commencé au sein de la société américaine. Donc, il y a une différence fondamentale. Pour nous, qui ne sommes pas américains, c'est la fin du mondialisme. Parce que les démocrates, c'est quoi? C'est le mondialisme. C'est la fin du mondialisme. Et pour être concret, pour pas le regarder, c'est quoi? Pour comprendre ça, regardez ce qu'a été le Covid-19 pour le monde entier. La fin de l'humanité. La fin de l'humanité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez déjà un État qui interdit le vaccin Covid. C'est l'État de l'Idaho. Interdit.
Je ne parle pas de toute la haine que les démocrates ont cristallisée parce que des personnes comme le voyou de Fauti, ce criminel de Fauti et consorts, pour l'Américain non démocrate, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils sont très nombreux. Les résultats du monde d'ailleurs sont très nombreux. Ils représentent les derniers sondages, les dernières études disaient que c'était pratiquement plus de 2 tiers de la population américaine. Oh oui, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux. C'est pas tous ces gens qui ont été effrayés, qui ont été traumatisés par toutes ces politiques de restriction dictatoriale à la faveur du Covid, n'est-ce pas? Et ont perçu le danger immense qui pesait sur la vie humaine, l'espèce humaine. Donc, au niveau mondial, au niveau africain, nous savons d'où nous venons. À la faveur du Covid, nous savons d'où nous venons. Mais c'est les mondialistes, ce sont les démocrates qui étaient au cœur de ce projet-là. Ce sont les démocrates et tous les réseaux. Bill Gates et consorts, c'est quoi? Alors, il y a le dernier projet qui consistait à faire de l'OMS une organisation supra-étatique. C'est-à-dire ce qu'ils ont perdu à la faveur du Covid, ils voulaient reprendre ça à travers la dernière assemblée générale de l'OMS, à savoir faire de l'OMS un supra-État au-dessus de tous les États. Bon, imaginez tous les enjeux en termes de souveraineté pour les pays africains. Imaginez les enjeux. Imaginez. Il y a ça. Il y a une différence au niveau du rapport à l'international, au niveau précis de la guerre. Mais les 4 ans de Trump, l'ancien mandat, il faut encore dire aux gens la différence avec les 4 ans de le bidenisme et le kamalaharisme. Mais le monde était au bord d'une 3e guerre mondiale. Au bord pratiquement d'une 3e guerre mondiale. À cause de qui? Du vatanguerisme des mondialistes, donc des démocrates. Donc, on parle seulement de ça. Prenez seulement à ce niveau-là. En termes d'incarnation de l'espoir, c'est-à-dire de perspectives nouvelles pour la politique mondiale, la victoire de Trump, c'est-à-dire qu'à la différence de Kamala Harris, redessine et reprécise le clivage fondamental de la vie internationale, à savoir l'opposition entre le mondialisme et la souveraineté des nations. Trump remet au cœur de la politique l'importance du local, de la région, des territoires et des nations. Et des nations. Quel est l'Africain, quel est le citoyen dans le monde entier qui ne comprend pas ça? Qui ne comprend pas l'importance de la nation et tout ce qu'il y a comme territoire, comme la nécessité de rapprocher la décision politique, n'est-ce pas, du citoyen. Renouveler la politique à la faveur de la fatigue, de l'épuisement du modèle du vieux modèle de la démocratie représentative, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, cette fatigue elle est portée par le Joe Biden, sa sénilité, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a derrière les Kamala Harris, cette vieille démocratie, soi-disant représentative, démocratie, n'est-ce pas, qui avait désormais trusté les institutions, les a pervertis de l'intérieur pour en faire le masque d'une néo-dictature d'envergure globale, comme l'a révélé le Covid, comme on voit les tendances à l'Union européenne, c'est pas à l'Union européenne. Je ne parle même pas de l'économisme mondial, avec les travers que je viens de convoquer dans la perspective de la 4e révolution industrielle. Trump porte tout ça, sa victoire porte tout ça. Et vous voyez comment on peut répercuter ça au niveau local, au niveau africain. La réinvention de la politique dans tous les pays africains, en finir avec le jacobinisme néocolonial français, qui est complètement improductif dans nos pays. Il y a tout ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui, sa dernière interview avec Carson Tucker, allez sur cette interview, allez sur ça, allez voir comment Trump dénonce l'interventionnisme américain depuis 30 ans. C'est incroyable. On dirait un panafricaniste. Hein. Allez sur ça. Trump vous dit que les USA ont passé le temps à faire couler le sang, à détruire les nations, à détruire des peuples. C'est Trump qui le dit. Vous avez entendu un seul mot de la bouche de la top modèle là, allant dans ce sens. Donc, et pour ça, que Trump se recentre sur l'Amérique, c'est une très bonne chose pour le monde. Nous préférons de loin une personne qui se recentre sur l'Amérique, laissant d'autres nations tranquilles. Donc c'est ça, c'est clair et net à ce niveau-là. Il y a
Une autre différence qui a un impact au-delà des frontières américaines, c'est la dénonciation de l'aristocratie, de l'élitisme mondialiste. Trump incarne ça. Regardez comment Trump a été diabolisé. Regardez comment on le diabolise. Regardez comment on l'a caricaturé. Vous savez que la défiance à l'égard des élites s'est aggravée à la faveur du Covid aux États-Unis. À l'égard des élites. Des gens comme l'Obama, les Clinton, les Camp, toute cette élite-là, extrêmement mondialisée, effraie les populations américaines. C'est-à-dire, les énerve. Donc, il y a une telle opposition aux élites mondialisées aux États-Unis que Trump incarne ça. Mais ce n'est pas seulement une affaire américaine. Ça, on voit ça dans tous nos pays. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, on voit ça. Au Cameroun, des élites, on le voit, ces élites-là, les élites africaines en général et camerounaises en général, comment est-ce qu'elles regardent les populations? Comment est-ce qu'elles les considèrent? C'est la même chose. Mépris. Ces populations sont victimes de leur incurie politique, mais en retour, ces élites-là, au lieu de faire mea culpa, d'opérer une véritable repentance politique, de son nom, pour mieux être en phase avec la population. Non, c'est l'arrogance, le mépris. Ils trouvent que ces populations ne valent rien au Cameroun. Regardez, vous n'êtes rien au Cameroun, vous n'êtes pas un diplômé reconnu comme tel par ceux qui sont au pouvoir. On considère que la valeur d'un homme se réduit au parchemin qu'il a. Mais c'est comme ça que ce que Trump incarne aux États-Unis se reflète au niveau international et dans les pays africains. Nous vivons en Afrique ce clivage-là entre les populations et des élites extraverties, arrogantes, qui préfèrent faire plaisir à l'Occident, n'est-ce pas, à l'étranger, que de travailler vraiment pour leur peuple et de porter le fardeau du peuple, comme les Sankara l'ont fait, pour féliciter que lui. Donc, Trump met ça sur la table au niveau mondial. Au niveau mondial. Pour comprendre bien cette fracture des élites avec les populations, que ce soit en Occident, surtout en Occident, et en général aux États-Unis, il faut le monter aux travaux d'un grand chercheur comme John Kenneth Galbraith. Galbraith a parlé de ça, il a théorisé ça. Il parlait de l'avènement de la technostructure, le gouvernement des techniciens, des technocrates, reprenant à son compte les propos du grand Lénine, qui il y a à son temps parlait de l'aristocratie ouvrière. C'est quoi la technostructure? L'impérialisme dans son évolution génère, on l'a dit, la dictature des monopoles, c'est-à-dire des grandes entreprises. Pour qu'elles fonctionnent, elles ont besoin d'une élite intellectuelle qui lui est fournie par l'université, les universités. Alors, cette élite-là, quand elle est cooptée dans les multinationales, les grosses entreprises, méprisent le reste. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, pour parler comme au Cameroun, bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 en montant, mais ces élites-là sont déconnectées de cette population-là. Pour être plus concret, prenez un, je veux le dire, ça va choquer, mais je veux le dire, un voyou comme Thiam. Voilà l'exemple clair, un voyou comme Thiam. Déconnecté des populations et des enjeux de leur pays. Quand on dit qu'on est connecté aux populations, ce n'est pas d'aller prendre un parti en route comme un taxi, comme elle a fait même base sur le PDC en Côte d'Ivoire, je suis président de parti, mais on voit très bien ce monsieur, pas sa posture, pas ses airs, que je ne sens même pas un Africain. Une fois de plus, je ne reviens même pas sur ses choix en matière de vie privée. Thiam. Ouattara a été comme ça. Ils sont déconnectés totalement de tous les enjeux historiques, tous les enjeux que vous portez. Donc, aux États-Unis, il y a ce décalage-là. Obama est la figure majeure, parce qu'Obama est le lieu où atterrit en tant qu'il est le totem de toute la dérive gauchiste qui a traversé les États-Unis depuis les années 60, n'est-ce pas, les années 60, et qui va aboutir à la transformation radicale du Parti démocrate, qui est passé du Parti des ouvriers à l'origine, comme il était, pour devenir, n'est-ce pas, le parti de l'élite des universitaires, des élites urbaines, etc. Donc, c'est ça. Donc, il y a ce choc-là. Enfin, la différence, c'est quoi? C'est le choc médiatique, s'il faut parler encore de ça. Le choc, c'est grave. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire, à l'issue de cette élection-là, vraiment, quelle considération qu'on peut donner
aux journaleux occidentaux en général, en particulier les journaleux français. Ces journalistes, je vous ai dit, ce sont des criminels en col blanc. Ce sont désormais des criminels en col blanc. C'est-à-dire que ce métier est terminé. Le métier là est fini. Ils l'ont complètement déshonoré et détruit. Bon, mais quels sont les médias qui portaient Kamala Harris? Mainstream. Et leur relais dans le monde. Et dans les pays africains. Quels sont les médias qui portaient Trump? Vous voyez très bien. C'est la presse alternative, ça met de côté son alliance avec Elon Musk, sur lequel il reviendra lui-même à titre individuel. Donc, ça met encore, c'est pas seulement un clivage, c'est pas seulement cette différence. Il faut que je répète, les différences internes sont valables au niveau externe et ça impacte le monde entier, dont l'Afrique. Les panafricanistes que nous sommes, on connaît très bien l'importance de la guerre médiatique. Et cette guerre-là nous a longtemps opposé à ce qu'on appelle les médias mainstream. C'est à travers le militantisme médiatique, géomédiatique, que nous avons remis au panafricanisme ses couronnes. Sa couronne historique. Et nous sommes au cœur de ce changement géomédiatique qui va désormais travailler le continent africain dans ce que nous appelons le tout cœur, l'avènement d'un nouvel ordre médiatique international qui est censé remettre les médias à leur place, redonner la noblesse à ce métier. Parce qu'il a complètement perdu. Les journalistes français sont des voyous des médias publics français. Ils sont moins que dans un contexte sur ces gars-là, ils passeront au poteau. On les fusilerait comme on l'avait fait en Nuremberg. Ce sont des criminels. Mentir, désinformer de cette façon, et avec, de manière aussi décomplexée, mais c'est satanique, c'est diabolique. Donc, tout ça, voilà la différence qui montre que tout en reconnaissant quelque chose qui n'est pas, peut pas être un génie. Venez dire aux gens que bon, ils vont défendre l'intérêt américain. On ne dit rien quand on dit ça, tout le monde sait ça. Mais analyser en profondeur, opérer les nuances pour dégager, comme je vous dégager les différences entre les deux et leur impact au niveau des relations internationales, au niveau de l'Afrique, mais c'est un travail compliqué que les parlementaires ne veulent pas faire. Et ils se cachent derrière leur fausse lucidité. D'autres masquent leur allégeance au mondialisme, n'est-ce pas, en se cachant derrière cette fausse lucidité. Je voulais terminer sur ce point en convoquant quelque chose qui est important. Le panafricanisme que le NMP incarne, nous l'avons dit, il est global. C'est-à-dire, il est global, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai défini ça la dernière fois comme quoi. Le panafricanisme, pour nous, on reprend l'héritage définitionnel du panafricanisme, on reprend ça, mais ce qu'on apporte, c'est quoi? J'ai dit que un panafricaniste, c'est celui qui est capable de prendre en charge les problèmes de tous les pays africains en général et le problème particulier de chaque pays. Je l'ai dit. Mais c'est impossible sans ce qu'on appelle la capacité à habiter les enjeux globaux, à habiter le monde. Donc, nous mêlons de tout dans le monde. Tout dans le monde nous intéresse. Tout nous intéresse. Parce que c'est comme ça qu'on peut s'occuper de l'Afrique dans le monde aujourd'hui. Ça intéresse. Et le génie va consister en ce moment-là à savoir rapporter, à articuler les enjeux globaux, les phénomènes globaux, n'est-ce pas, articuler ça avec les exigences locales, les exigences régionales, continentales du panafricanisme. Le panafricanisme, désormais, il est global ou bien il ne sera pas. Il ne sera pas. Donc, nous sommes très à l'aise dans ça. Et ça nous distingue des autres. Voilà. Quand j'ai pris en charge la question palestinienne, j'ai dit j'étais palestinien. Certains amis m'ont dit, mais en quoi ça nous concerne, par exemple, tu exagères. Vous voyez maintenant, monsieur, le criminel de Netanyahou, qui, n'est-ce pas, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Il conditionne l'obtention de la résidence permanente des Noirs, de 30 000 Noirs en question, à leur engagement dans la guerre. Alors, pratiquement, il va en faire la chair à canon de ces folies. Bon, alors maintenant, on va dire quoi? Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique donc ce clivage entre les panafricanistes? C'est-à-dire qu'il y a certains panafricanistes qui estiment que les questions du monde ne n'intéressent pas, comme la question palestinienne ou la question des États-Unis, qui ne sont pas des questions africaines. Mais vous savez que pour l'instant, on est obligé de regarder tous ceux-là qui se proclament panafricanistes alors qu'ils ne le sont pas. On est obligé de les regarder et faire comme ne rien dire. Les événements vont déshabiller les uns les autres au fur et à mesure. Là, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Qu'il y a 30 000 Noirs, sans parler, j'avais parlé à l'époque depuis, j'ai parlé de ça,
qu'il y a des milliers, c'est en centaines de milliers qu'on les compte, des Noirs, là-bas, en Israël, là-bas, qui sont maltraités et martyrisés. J'ai parlé de ça, déjà à l'époque. Que rien que pour ça, je m'intéresse à cette affaire. J'ai mis intérêt en prenant le côté de la Palestine. Parce que justement, sinon, en quoi est-ce panafricaniste? La Palestine, ce sont les victimes. Ce sont les colonisés. Ce sont les colonisés. Je ne veux pas soutenir un État colonial comme Israël. Mais tous on distingue ça de l'antisémitisme, c'est évident. On ne mélange pas les choses. Tous les Israéliens ne sont pas des sionistes. On a réglé ça. Mais l'État israélien, dans sa situation actuelle, c'est un panafricaniste qui ne peut pas soutenir ça. C'est un État colonial. Maintenant, il est génocidaire. Je ne peux pas dire terroriste. Maintenant, il verse maintenant dans l'apartheid de façon claire. Allez voir le projet de Netanyahou dans le changement de la constitution, la constitution israélienne. En décidant que l'État israélien, c'est un État juif, qu'est-ce qu'on fait des Arabes? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est l'apartheid. Donc, vous voulez que je revienne sur les antécédents historiques? L'esclavage, qui est en premier lieu, ce sont les mêmes gens qui ont milité pour la plupart pour l'avènement et la fondation de l'État hébreu. Les années 48, si on prend seulement cette date-là, parce que le processus a commencé très longtemps avec la naissance du sionisme, Theodore Herzl, le père de cette affaire-là. Mais ce sont les mêmes gens, avec ces 6 autres qui sont allés imposer l'apartheid en Afrique du Sud, etc. L'esclavage, la colonisation, ce sont les mêmes forces. Donc, il est incompréhensible qu'un panafricaniste, il connaît l'histoire du continent. On me demande mais c'est pas possible. Le fait que les Africains soient partout, les Noirs sont partout dans le monde, font que le panafricanisme est global. Il est global. Il est global. Il est global, ultramarin, avec nos frères dans les Antilles, dans les Caraïbes. Il est dans les... il est américain, il est asiatique, partout. Partout. Hein, cette grande conscience globale, parlons comme ça, nègre, panafricaniste, nègre là, c'est ça que nous appelons le panafricanisme du XXe siècle. Du XXIe siècle. Et je vais terminer par là. Il a une dimension maintenant qui débouche sur les enjeux de civilisation. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux démocratiques sont inséparables des enjeux de civilisation. Le Tintin de l'Élysée parle d'état civilisationnel. Il dit ce que l'on disait depuis 15 ans. Et c'est au cœur, c'est ça qui nous mène au cœur des enjeux géopolitiques du XXIe siècle, d'envergure, de dimension globale. La question de l'avenir démographique de la planète. Par exemple, ça se joue aux États-Unis. Quand la race, parlons comme ça, les WAPs, voient que d'ici les années 40, et même avant, ils seront minoritaires. Et ils crient au grand remplacement. En oubliant qu'ils sont la manière par laquelle ils sont arrivés. Nous n'oublions pas ça. Nous n'oublions pas ça. Mais on constate qu'ils estiment que on est menacé parce que cette immigration illégale organisée vise à minorer totalement, pour ne pas dire faire disparaître la race blanche. Ils crient et ils pleurent. Et ça rencontre les pleurs de l'Occident dans son ensemble, qui, constatant qu'il est minoritaire sur le plan démographique dans le monde, invente des politiques, alors des vraies politiques de grand remplacement partout. La disparition de la race blanche, WAPS, aux États-Unis, portée par Trump, dont l'écho, cette disparition est portée par Trump, mais remet à l'ordre du jour la question de l'Afrique sans les Africains. Mais qui est au cœur de cette dynamique? Qui sont au cœur? Ce sont les mondialistes. Qui sont les mondialistes? Ce sont les financiers, les impérialistes, les Kamala Harris, l'Obama, tous ces gens-là, toute cette clique des mondialistes, ce sont ceux qui sont au cœur du pari dynamique. C'est leur projet, c'est le grand reset, c'est la 4e révolution industrielle, avec la nouvelle religion mondiale qu'on appelle l'écologie, le climat, etc. Donc vous voyez comment ne pas voir tout ça, c'est parce qu'on a vu tout ça avant que nous avons commencé, n'est-ce pas, à distinguer Trump du reste de la classe politique américaine. Je répète encore sans être naïf, ce n'est pas nous qu'on apprend ça. Trump, c'est un Américain, nous le savons très bien. Très bien. Mais quand on voit tout ce qu'il apporte comme impact au niveau international,
dans le renouveau de la politique, dans le renouveau du rapport à la politique, n'est-ce pas? La capacité d'entraîner les populations dans un vaste mouvement qui peut changer une société, n'est-ce pas? En s'opposant à la dictature des élites corrompues par l'argent et le rêve de la puissance de l'argent, n'est-ce pas? Qui veut non seulement régenter le monde, mais standardiser la vie internationale, la standardiser, n'est-ce pas, à travers ce vaste mouvement qu'on appelle le Grand Reset, qui n'est pas seulement un mouvement économique, qui est un mouvement culturel, avec au cœur de ce mouvement-là l'intelligence artificielle, dans l'informatique, etc. Concentrer tout l'univers dans une boîte qu'on appelle l'ordinateur et faire de l'ordinateur la nouvelle source de la vie. On se pose de tuer les sources naturelles de la vie, les sources culturelles de la vie, l'identité des nations. Mais dis donc, si on ne comprend pas ça, je ne sais pas ce qu'on fait dans le combat panafricaniste. Voilà pourquoi nous avons soutenu Trump et que nous sommes très heureux de sa victoire. Ce nouveau monde-là, nous voyons ça venir, mais le reste, on va maintenant régler après. Vous savez, le choc là, qui est là le choc qui est devant nous là, va approfondir le débat sur le monde multipolaire, etc. Et on va déboucher sur ce que j'appelle ce point d'arrivée de l'humanité que nos prédécesseurs ont perçu et ont célébré. Je pense à Cheikh Anta Diop, je pense à Toussaint Louverture, à Antonin Firmin, etc. Tous ces penseurs panafricanistes, les vrais, les Sankara, tous ces gens-là, la véritable civilisation de l'universel. La rencontre mondiale de toutes les civilisations, débarrassée des guerres, de la violence, de la puissance, pour penser l'avenir de l'être humain, de l'espèce humaine, dans la paix, dans la sérénité. Ça, cet horizon-là, on va y arriver. On va y arriver. Monsieur le Président, oui. Vous avez affirmé là les raisons de votre soutien à Trump. Oui, les différences entre les deux camps. Les différences entre les deux camps. Monsieur le Président, intéressons-nous particulièrement à la personne de Trump. Oui. Le président Trump a été élu en 2016. Il a effectué un mandat. Il a eu des positions internationales et géopolitiques plus ou moins bonnes en fonction des différents camps. Monsieur le Président, estimez-vous qu'aujourd'hui, le président Trump, nouvellement élu, est égal à l'ancien président Trump? Non. Même si le changement n'est pas total. En 2016, en 2016, Donald Trump, c'était plus une anti-mondialisation. Il était contre la mondialisation, c'est-à-dire anti-mondialisation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu vas aller au fameux forum de Davos, ce forum de la sorcellerie, là, cet endroit cet endroit dangereux pour le monde, quand il va aller là-bas, il va aller faire une main d'honneur. Il fait une main d'honneur mondialiste. Hein, main d'honneur. Il les défie. Il les défie. Et ça va se traduire par sa démarche économique. Le retour des barrières tarifaires. Donc, rétablir la douane dans ses droits. Monsieur le Président, pour vous aider, nous rappelons les propos du président Trump au sommet de Davos. Oui. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. Très bien. L'avenir appartient aux patriotes et à ceux qui aiment leur pays. Mais merci de m'aider. C'est clair et net, parce que c'est important de rappeler ça. Il avait dit, il était contre la mondialisme, c'était un anti-mondialiste, parlons comme ça, avec tout ce que cela comporte. Hein, cela comporte. Nous rappelons que Davos est le cercle des économistes, c'est-à-dire ceux qui partagent ce que vous dites, le mondialisme. Vous êtes très gentil, c'est un cercle de criminels. Vous êtes trop gentil. Ce sont des criminels dirigés à l'époque par un criminel qu'on appelle Shaft. Un ancien, un nazi. Bon, aujourd'hui, il a renoncé à sa fonction, il va être remplacé par un autre continuateur. Donc, c'est un cercle dangereux, c'est là où on cousait tous les complots et tous les drames qu'on préparait contre nous. Donald Trump allait là-bas, il a fait la main d'honneur. Donc, il était contre la mondialisation. L'homme de 2016, c'est quelqu'un, en plus de ça, il n'a pas abandonné ça, en plus de ça, c'est quelqu'un qui pose une question fondamentale dans la politique américaine. Qui est désormais l'Américain? Avec l'afflux des immigrés illégaux qui sont favorisés par les mondialistes américains, les Biden, les Obama, tutti quanti, Trump pose une question, c'est qui l'Américain? Donc il remet au cœur de la politique la question de l'identité des peuples, l'identité des nations, des êtres humains dans un environnement woke où on ne sait plus qui on est. On a tellement déraciné l'humanité
qu'on veut remplacer les souches génératives de l'être humain, telles que la nature nous a enseigné, nos civilisations nous ont enseigné, et qui va aboutir aux nations. Et les nations c'est la frontière la plus élevée de la politique. Hein. On ne rentre pas en arrière, sinon en arrière, on rentre au ethnique. En avant, on va mondialiste. Donc la nation, c'est un paramètre, c'est une frontière, c'est la frontière la plus juste, n'est-ce pas, en termes d'horizon politique. Alors, donc, de tout ça, on a reçu ça de nos ancêtres, de tous ceux qui nous ont précédés. Les gars annulent ça et remplacent ça par une souche technologique. Donc, c'est dans le laboratoire désormais où on va décider de notre identité. Et ce qui va précéder cette folie, c'est les LGBT, plus Q, machin, cette bêtise-là, où il n'y a plus de différence il n'y a plus de frontières entre les gens, où désormais l'enfant ne naît plus dans le ventre de sa mère, il naît dans le laboratoire, etc. et consort, n'est-ce pas, où les spermes sont congelés, gardés, après on va mettre dans le ventre d'une femme même à qui on a donné de l'argent, la gestation pour autrui, tous ces machins-là, le FIV, tous ces trucs-là, mais ça ramène au cœur de la politique mondiale la question de l'identité humaine, l'identité des peuples. Trump a porté ça. C'est ce Trump-là, c'est la différence qu'il y a entre lui aujourd'hui et l'homme de 2016, mais tout en continuant à assumer ce positionnement politique qu'il avait en 2016. Monsieur le Président, nous voulons nous appesantir sur le Parti républicain. Nous avons observé que depuis l'avènement de M. Trump à la tête de ce parti, il y a eu un changement radical, c'est-à-dire une forme de césure entre la vieille élite. Je fais référence à Dick Cheney, Mitt Romney, la famille Bush, une certaine élite qui a dirigé le Parti républicain. Qu'est-ce que Trump a apporté de plus à ce parti, de telle sorte que c'est devenu un parti qui monte en puissance aux États-Unis? Je vous ai parlé de la montée du gauchisme depuis les années 60 aux États-Unis, qui va atteindre son point culminant avec l'arrivée d'Obama au pouvoir. Mais auparavant, il y a la parenthèse Clinton. Et Clinton vient avec une stratégie au pouvoir, il appelle ça la triangulation. C'est ce que Macron veut faire en France, là. On truste la droite et la gauche, n'est-ce pas, qu'on va dominer par une espèce de fusion idéologique et politique qui ne signifie rien, sauf être le masque de ce que Macron va appeler le progressisme, qui est tout, sauf le progressisme, qui est justement cette dilution de l'identité humaine, n'est-ce pas, dans le wokisme, parlons comme ça. Alors Clinton va appeler ça la triangulation, c'est-à-dire qu'il vient avec ça, et il va amener ça. Face à cette dynamique gauchiste, pour bien comprendre ça, il faut faire référence à un monsieur comme... Vous savez, aux États-Unis, quand vous écoutez Trump, quand il traite les Kamala Harris de marxistes et de communistes, vous, qui êtes en Afrique, vous comprenez pas ce que ça veut dire. Mais il faut être en Amérique pour comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, le virage du Parti démocrate, je viens au Parti républicain, hein, je parle de là pour expliquer. Le virage du Parti démocrate dans les années 60, c'est que ce sont des communistes américains qui sont à la base du renouveau du Parti démocrate. C'est pour ça qu'on les appelle les gauchistes. Et on voit bien leur projet. Tout à l'heure, je reviendrai sur le grand péril que l'Amérique courait si Kamala avait été élu. Donc les communistes, là, c'est eux qui vont formuler le renouveau du Parti démocrate jusqu'à Obama, avec l'introduction de l'idéologie woke, de la deuxième vague des migrations, le mondialisme économique, etc., avec la désindustrialisation. Donc, face à ça, le Parti républicain n'était pas très occupé pour répondre. Trump, c'est bientôt 40 ans, hein. C'est 40 ans de vie politique aux États-Unis. Les gens pensent qu'il a été un démocrate avant. Il a financé pendant longtemps le Parti démocrate, il finançait ça aussi. Il a même financé les deux partis, mais il a financé le Parti démocrate. Il a même essayé avant d'être candidat chez les démocrates. Donc Trump, c'est pas quelque chose, il n'est pas nouveau, hein, dans le paysage politique américain. Trump va sentir ça très vite et il va renouveler le Parti républicain
en lui donnant les capacités à répondre au gauchisme, parlons comme ça. Au gauchisme tel que porté aujourd'hui par les Kamala Harris, par l'Obama, bref, par le Parti démocrate. C'est ça ce que Trump apporte. Effectivement, par ça, cette vieille élite-là, qui était en réalité une fraction du mondialisme au sein du Parti républicain, cette élite est complètement et a vu ses intérêts être contrariés par cette dynamique Trump-là. Alors, on dit qu'il a fait du Parti républicain une secte, une domination des histoires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a vu les Bush demander à voter pour Kamala Harris, les Dick Cheney, sa fille même, etc. Il y a toute une branche du Parti républicain qui appelait à voter pour le Parti démocrate, n'est-ce pas, et qui, comment dire ça, Trump a des adversaires au sein du Parti républicain. Il a des adversaires. Donc, on fait comme s'il a pris le parti, il en a fait. Non, c'est pas vrai, c'est faux. D'ailleurs, s'il n'est passé par là, vous devez voir comment tous ces gens-là allaient s'élever Mais il a réussi à travers le MAGA qui est au-delà d'être un mouvement politique, c'est aussi un mouvement culturel aux États-Unis, à travers le MAGA, à renouveler le Parti républicain et à le mettre désormais sur les bases de l'identité, de la nécessité de répondre à qui est américain, de réindustrialiser l'Amérique, n'est-ce pas, et de limiter et de freiner la dérive mondialiste, n'est-ce pas, dans laquelle l'immense majorité des Américains ne se reconnaissaient plus. Monsieur le Président, en 2016, nous nous intéressons au passé pour connaître le présent et le futur. Monsieur le Président, en 2016, le président Trump a eu un rapport très particulier aux Noirs. Nous connaissons l'affaire George Floyd, qui a fait beaucoup de remue aux États-Unis, l'affaire des Black Lives Matter, et même quand il a traité les pays africains de pays de merde. Mais aujourd'hui, le président Trump a eu un fort succès dans la communauté afro-américaine, chasse gardée des démocrates. Comment est-ce que vous expliquez ça, Monsieur le Président? Bon, d'abord, le personnage Trump, il est outrancier. C'est un outrancier. Il est outrancier. Dans temps en temps, il peut sortir des bêtises comme ça, comme pays de merde. C'est un personnage outrancier. À la limite, il peut être ordurier. Mais comme il fait tout ça sur le prisme de l'authenticité, ça plaît en Amérique d'une société qui est fatiguée, je vous l'ai dit, par l'élitisme, n'est-ce pas, bourgeois et petit bourgeois, que les démocrates et les élites ont développé pendant un bon bout de temps. D'ailleurs, je voudrais rappeler que le Parti républicain, Reagan il a précédé Trump. Voilà, Reagan a incarné ça, c'est-à-dire le retour de la capacité à concilier un véritable libéralisme économique typiquement américain avec la défense des valeurs conservatrices et les questions sociétales. Reagan avait compris ça à l'époque. Et à ce niveau-là, Reagan, c'est un prédécesseur. On peut dire qu'il a même préparé le terrain à l'avènement du trumpisme là, tel qu'on le vit aujourd'hui au cœur du Parti républicain. Pour revenir à votre question, la question des Noirs. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette vague immigrationniste que les démocrates, mais en réalité que des forces économiques précises, des forces économiques mondialistes actives au sein des États-Unis pour modifier l'équilibre socio-ethnique de la société américaine. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Et ils ont cru pendant très longtemps qu'il suffisait de jouer de cet avantage historique qu'ils avaient en termes sur l'électorat noir, à cause de l'assistanat, d'une certaine politique d'assistanat que les démocrates entretiennent aux États-Unis pour entretenir l'électorat, parce que il faut aussi comprendre que le vote, un des ressorts du vote démocrate aux États-Unis, c'était longtemps les pauvres Américains, les plus pauvres là, vraiment les pauvres Américains, ils votent pour les démocrates à cause de l'assistanat. Donc pendant longtemps, ça a permis de clientéliser un peu, parlons comme ça, l'électorat noir. Mais pendant longtemps, après, les Noirs ont vu que ce n'est pas ça. Trump a rompu avec ça parce qu'à l'assistanat, il propose des emplois aux Noirs, des emplois, une véritable insertion par l'emploi. Et ça a marché durant son premier mandat. Ça a marché en termes de création d'emplois, d'insertion des Noirs. Les Noirs ont vu ces résultats-là. Deuxièmement, il y a cette concurrence que les démocrates entretiennent entre, je vous ai dit, la vieille immigration, les vieux immigrés qui sont installés, et la nouvelle immigration. On va poser les latinos noirs, etc. Mais maintenant,
aux latinos, on oppose la nouvelle vague des latinos, aux anciens, même au-delà, pas seulement au-delà de l'Amérique latine. Ils vont très loin. Et un des grands enjeux de cette élection, et pour comprendre le vote noir, même latino, je vous ai dit, Joe Biden a fait venir aux États-Unis 14 millions d'immigrés illégaux. 14 millions dans une perspective horrible d'instaurer un parti unique aux États-Unis. Un parti unique démocrate. De truquer définitivement les élections et autoriser un long règne de près de 100 ans de parti démocrate qui leur aurait permis alors d'asseoir leur projet et le monde entier serait seulement là à assister. Parce que si les démocrates avaient réussi à faire des États-Unis le pays d'un parti unique électoral, mais vous ne voyez pas les conséquences au niveau planétaire. Vous voyez les conséquences au niveau planétaire. Donc c'était ça le projet. Donc ce choc-là des concurrences, des différentes vagues d'immigration, si chez les démocrates, peut expliquer en grande partie, n'est-ce pas, le vote des latinos et le vote des noirs. Pour ne parler que de ça. Monsieur le Président, nous aimerions nous appesantir sur Mme Kamala Harris particulièrement. On peut aussi ne pas oublier l'écho du Covid, tout ça joue. Cette particularité de la démocratie américaine, qui est une démocratie carcérale, et les 85% des personnes en prison sont des Noirs, etc. Tout ça, il y a une lame de fond. Il y a une lame de fond. Une fois qu'on a oublié l'escroquerie idéologique et politique qu'a été le criminel d'Obama, tout ça, écoutez, ça mûrit une dynamique. Mais avant de vous revenir, l'histoire de George Floyd, il faut faire attention. Là encore, nous avons été avant-gardistes, panafricanistes. Nous avons dénoncé à l'époque cette histoire de Black Lives Matter. J'ai dit aux Africains, méfiez-vous de ça. C'était une manipulation des démocrates, on l'a vu aujourd'hui. Les Antifa, les Black Lives Matter sont des leviers, n'est-ce pas, comment dire ça, de la politique, de la violence manipulée par les démocrates dans le cadre de leur diabolisation de les Black Lives Matter, dans leur volonté d'opposer, n'est-ce pas, de refuser un véritable changement politique aux États-Unis qui le mettrait en cause à un moment donné cette hégémonie que les gauchistes ont exercée sur la vie politique américaine en convoquant je crois, Antonio Gramsci, idéologue communiste américain qui a eu un apport dans la pensée matérialiste révolutionnaire. Il a eu un apport important avec ce qu'il a appelé en insistant sur l'hégémonie culturelle, la nécessité d'opérer la révolution en procédant à l'installation d'une hégémonie culturelle dans une société. Donc la gauche américaine, le gauchisme américain s'est beaucoup inspiré de Gramsci, pour aller dans ce sens. Monsieur le Président, nous aimerions nous appesantir sur Mme Kamala Harris, celle qui a remplacé M. Joe Biden à la course pour la présidentielle. Monsieur le Président, nous nous sommes rendus compte que cette dame n'a pas d'enfant. Deuxièmement, elle est issue d'un mélange. Bon, certainement, les sources disent que ses origines sont jamaïcaines, asiatiques, afro-américaines, donc tout un mélange. Et quand on regarde les thèmes de campagne qu'elle a animés, c'était un peu curieux. Nous avons vu les thèmes qu'elle a animés sur l'avortement, sur les thèmes de la liberté, mais nous savions, dans ça, il disait les femmes ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent avec leur corps. Le mouvement des LGBT. Est-ce que vous ne pensez pas que le Parti démocrate, il y a une césure entre ce que vous avez dit, qui était un parti au départ qui militait pour les causes des pauvres, les causes sociales nobles, qui s'est transformé en un parti ultra progressiste et qui a dérivé vers des choses horribles, des abominations. Est-ce que vous pensez que c'est cela qui a été le ressort de leur défaite? Mais bien sûr. Mais c'est l'un des ressorts. Mais surtout le bilan économique de Joe Biden, qui a été masqué pour les besoins de la cause. Son bilan économique est catastrophique aux États-Unis, catastrophique Joe Biden. Et en plus, je vous ai dit, la pression migratoire. L'enjeu du mur. Vous allez voir que le clivage fondamental qui a traversé cette élection, c'est la question de l'immigration et la question de l'avortement. Trump, Kamala Harris, il était très violent. Il était violent parce que d'un côté, le droit à l'avortement cache l'enjeu wokiste. Donc, Kamala Harris était la porte-drapeau, qui n'est plus tolérée par
la majorité des Américains, qui voient très bien tout le désordre que ça apporte dans la vie sociale, dans les grandes villes, partout. Les hommes, par exemple, américains ne veulent pas ressembler aux Californiens. L'homme de Californie, qui est l'exemple d'homme que l'Amérique traditionnelle, l'Amérique traditionnelle aborde. Kamala Harris, c'est la LGBT, transgenre, tout ça. C'est ça, c'est ça. Et même ça, ses origines, comme vous appelez ses origines raciales, parlons comme ça, elle aime le prototype même du mondialisme. Ça permet de manipuler les consciences aux États-Unis en se cachant derrière la nation qui rassemble tout le monde, qui ne discrimine pas, le fameux cosmopolitisme, mais en réalité qui cache, n'est-ce pas, qui cache l'horreur mondialiste que Donald Trump dénonce très bien. Donc, Kamala Harris, elle incarne ce que j'appelle la dérive élitiste de la politique. Et dans tout ce que cette dérive-là a de mafieux, d'hypocrisie et de mensonges. Voilà une personne qui n'a aucune compétence. Elle est nulle. Vraiment, quand on la qualifie, c'est la nullité. Elle est arrivée au pouvoir, elle a pris le pouvoir dans le Parti démocrate par un coup d'État. Par un coup d'État. Elle a été, comment est-ce qu'une personne peut être battue dans les primaires et elle vient à la fin, elle est candidate? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Deuxièmement, le fait qu'elle était pendant 4 ans, vice-présidente d'un sénile. Elle niait que le sénile était sénile, pour enfin dire 4 ans après que oui, vraiment, il n'était pas apte à diriger. Et tout ça, on a voulu mouiller ça, on a voulu couvrir ça par le riz goguenard qu'elle balançait partout. Une fausse joie. Elle a transformé la campagne électorale en un concours de souris et de rires. Et quand on ne peut pas rire, dans distraction spectaculaire, en mobilisant, je vous ai dit, tous ces dépravés de Hollywood là, toute cette bande-là qu'elle a mobilisée pour faire l'élection, pour apporter à l'élection, ces stars à la dernière élection. Pourquoi tous ces stars sont anti-Trump? Posez-vous les bonnes questions. C'est pas pour ce que vous imaginez. D'ailleurs, l'affaire Pouf Didi n'a pas fini de nous instruire. Et on peut aller plus loin. Pourquoi ces stars-là? Parce que ces stars sont comment on appelle ça? Des égérés du mondialisme, dans tout ce qu'il a de pervers dans l'idée de transhumaniser l'être humain, de nous transhumaniser. Ces stars-là, on pourrait parler que de ça, sont au cœur de cette dynamique-là. Comme vous voyez, moi je les appelle les dépravés. Mais Hollywood était la machine à produire le cosmopolitisme en mettant l'Amérique mondialiste dans nos têtes, à travers les films, la gestion de l'image. Maintenant, l'écran a disparu pour le remplacer par le portable, etc., par le numérique. Donc c'est une personne dangereuse, fausse. C'est pas un leader, mais on l'a mis devant pour continuer à marionetiser le pouvoir, comme on l'a fait avec Joe Biden. Le vrai président, on le connaît, c'est le criminel Obama. Lui qui m'a dit ça, mais lui-même qui est derrière lui. Il a été fabriqué, c'est le prototype même du mondialisme. Vous vous souvenez-vous comment Obama avait été élu? On a manipulé le monde entier. On a fait de son élection un référendum planétaire. Le mondialisme était à son niveau, était à son apogée en termes de manipulation de l'ensemble de la planète. Pourquoi, à l'époque, il était normal qu'une élection américaine devienne un référendum planétaire et qu'aujourd'hui, les gens viennent nous dire non, vraiment, c'est une affaire américaine, ça regarde les États-Unis? Pourquoi? Donc, il faut que c'est clair. Kamala Harris, c'est une calamité, elle est dangereuse, n'est-ce pas? Comme sont dangereux Joe Biden, Obama, son époux, tous ces gens-là sont extrêmement dangereux pour l'espèce humaine. C'est en cela que le vote aux États-Unis transcende les enjeux internes américains pour devenir des enjeux mondiaux que nous devons prendre en charge intelligemment, savoir nous positionner sans basculer dans un rêve inutile. Monsieur le Président, intéressons-nous un peu au volet géopolitique. Nous avons la question d'Israël. Nous connaissons
le président Trump, lorsqu'il était au pouvoir, Oui, c'était un grand ami d'Israël, un grand ami du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. oui. Nous avons en mémoire l'assassinat du général du corps des gardiens de la révolution iranien, Qassem Soleimani. Nous avons le transfert de l'ambassade israélienne à Jérusalem et sa reconnaissance comme capitale éternelle. Et nous avons la fin de l'accord sur le nucléaire iranien ainsi que les sanctions. Monsieur le Président, nous avons parlé du conflit israélo-palestinien tout à l'heure. Quelle sera la position géopolitique de Trump sur sur ce sujet à l'heure actuelle-ci? Bon, vous n'avez pas vu de me demander pourquoi je dénonce Netanyahou et soutiens Trump. Allez au bout. Ça, c'est une autre question. Ah, c'est une autre question. C'était le deuxième volet. D'accord. En tout cas, la relation Israël et États-Unis dépasse la personne de Trump. Ça l'a précédé. C'est l'une des fondations de la géopolitique américaine, de la géopolitique mondiale. C'est un couple diabolique qui fonde sa diablerie géopolitique par ce messianisme propre de nations. Les Américains, c'est la destinée manifeste. Israël, c'est la fanfaronnade du peuple élu. Mais derrière ça, pour être plus sérieux, il y a tout un lobby électoral puissant aux États-Unis autour de l'évangélisme. C'est un courant chrétien puissant en termes électoraux. Trump ne peut pas s'en passer. Donc, pour s'accorder, n'est-ce pas, le vote de ce courant-là, en plus de ses propres convictions personnelles, n'est-ce pas, il soutient Israël. Et il a soutenu Netanyahou. Mais, c'est un pragmatique, n'oubliez pas ça. Et ses positions même ont évolué par rapport à dire, ses positions ont évolué. Et quand Netanyahou est venu aux États-Unis, rappelez-vous leur discussion. Trump ne peut pas aujourd'hui négliger les enjeux, les nouveaux enjeux tels qu'ils se développent au Moyen-Orient. La Palestine est de retour. La question de l'État palestinien est de retour. Alors que lui, Trump, avec ses accords d'Abraham, a voulu dissoudre ça en rapprochant. C'est ça l'idée qu'il y a derrière les accords d'Abraham, en scellant une réconciliation entre l'État arabe et Israël. Mais ils sont d'abord ennemis en quoi de manière fondamentale. Quand on connaît très bien l'histoire de la région, il y a une différence entre les États arabes et les opinions publiques arabes. Les États arabes surfent pour la plupart, c'est ça, pour manipuler les dynamiques sociopolitiques internes qui peuvent les mettre mal en point. Mais dans le fond, c'est la rue arabe qui porte l'enjeu palestinien. Bon, mais à travers ces accords-là, Trump a essayé de rapprocher, n'est-ce pas, c'est pas un ensemble de transactions économiques, etc., et technologiques. Il a essayé de rapprocher, n'est-ce pas, les États arabes d'Israël. C'est ça que ce qu'on a appelé les attaques du Hamas ont remis en cause à l'époque. Donc tout ça a donné du sang nouveau à la question palestinienne que le monde entier avait enterré. Trump ne peut rien contre ça. D'abord, en plus, aujourd'hui, il a bénéficié du vote musulman. Vous n'avez oublié ça? Il a bénéficié du vote musulman. Il doit tenir compte de ça aujourd'hui. C'est une évolution interne à la société américaine et à la scène électorale américaine. Il ne peut pas s'en passer. En tout cas, c'est un désaccord majeur que nous avons avec lui. Mais une fois de plus, je vous ai dit, c'est un Américain, nous le savons très bien. Nous savons faire la part des choses entre les enjeux qu'ils portent et leur impact dans ce que j'appelle les enjeux mondiaux et notre capacité à nous à s'en servir pour faire avancer nos causes. Pour le reste, rien ne nous surprend dans sa position. Et pour ça, nous allons continuer à combattre Netanyahou, à combattre Israël et à le sur ce terrain-là. Monsieur le Président, tout au long de cette campagne présidentielle, aux côtés de Trump, nous avons remarqué un milliardaire du nom d'Elon Musk. C'est une figure très très connue dans le monde entier, de par les différents programmes qu'il porte, notamment l'intelligence artificielle, la robotique et également l'ingénierie satellitaire, tout ce qui va avec. Et quelque chose nous a intrigués, c'est que tout au long de cette campagne, nous avons vu des centaines de millions de dollars mis en jeu sous forme de loterie. Tout cela qui accorderait leur vote à Donald Trump.
Et également, nous connaissons les projets que Elon Musk porte, c'est-à-dire il est un fervent partisan de la machine que de l'homme à travers les différents programmes qu'il porte. Est-ce donc une fraternité de milliardaires ou alors quelle en serait la signification pertinente selon vous? Fraternité de milliardaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les milliardaires peuvent s'entendre mieux, oui, mais ils peuvent aussi se détester. Ils peuvent se cliver, comme il y a le clivage entre Elon Musk et, comment j'appelle l'autre fou là, Zuckerberg, l'homme de méta. Vous savez, il appelle fou. Hein? Voilà. Donc, première chose, observer un contraste entre le mouvement d'ascension politique de Elon Musk et le retrait politique de Zuckerberg, qui a fait une sortie pour dire que lui ne se mêlait pas de campagne. Ça l'a coûté très cher la dernière fois. Il était absorbé par la campagne démocrate. Il s'y est investi à fond. Il a dit que bon, je me retire. Il est allé même très loin en supprimant le compte social de M. Donald Trump. Vous vous souvenez à l'époque? Voilà. Il était encore président quand il l'a fait. Donc, c'est une chance. La grande dérive monopoliste aux États-Unis, à savoir, j'appelle la puissance de monopole, qui sont aujourd'hui aussi puissants que les États. Aussi puissants que les États. Et à ce niveau-là, alors pour rester précis dans ma réponse à votre question, Elon Musk il incarne quoi de manière fondamentale? Revenons aux évolutions du capitalisme. Le capitalisme mondialiste du XXIe siècle, caractérisé par l'apogée de l'impérialisme, qui bascule dans la 4e révolution industrielle, a pour signe totémique majeur le fait que c'était défini à Davos. C'est vous qui avez convoqué ce temple-là ici. À Davos, le thème majeur, le paradigme majeur, c'était le capitalisme des acteurs. Vous voyez très bien. Ce concept signifiait un changement majeur au sein du capitalisme, à savoir que désormais le capitalisme lui-même fait sa politique. Pour lui-même faire la politique. C'est-à-dire qu'il ne se cache plus derrière. Non, il fait lui-même la politique. En conséquence, ça met pression sur les appareils partisans traditionnels et en même temps, vous comprenez pourquoi ils se déshabillent tous devant l'argent, devant la puissance du lobby financier, tous ces politiciens-là. Mais dont le capitalisme fait la politique. Zuckerberg l'a fait, il n'est pas le seul. Tous l'ont fait comme ça. Parce que quand vous allez jusqu'à supprimer le compte social d'un président, c'est fort. Mais Elon Musk incarne ça. Il fait la politique. Dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il vient en politique défendre ses intérêts. Pour être à même de mieux harmoniser ses intérêts financiers et économiques, les multimilliardaires et les évolutions politiques. C'est ça, Elon Trump. Alors, il masque ça derrière un enjeu important aux États-Unis qui vous échappe, la liberté d'expression. Parce que vous me prenez toujours sur les conséquences du Covid, hein, sur les mentalités. Même dans tout l'Occident, il y a ce problème. Et j'ai oublié ça tout à l'heure, le retour de Trump au pouvoir va remettre sur la table la question. On a oublié une alliance importante qu'il a faite avant d'arriver à sa victoire avec Robert Kennedy. Robert Kennedy, de complotistes et tout, Robert Kennedy qui incarne aux États-Unis tout le combat que l'on a mené ici contre la dérive, contre tout ce qu'il y avait derrière autour du Covid. Robert Kennedy a incarné ça. Et vous connaissez la valence de faits qui sont en cours. Et quand aux États-Unis, un État, comme l'État de l'Idaho, interdit les vaccins, et nous connaissons toutes les victoires que nous avons eues sur tous les mensonges qu'il y a eu sur le Covid, quand vous savez que des gens comme Macron, les Trudeau, tous ces présidents-là, ont fait tuer des milliers de personnes en se cachant. Et le fameux conseil de défense, vous imaginez tout ce qui est en jeu avec Trump. Il va abandonner ses combats au contraire. Là, maintenant, il aura avec lui. Et les puissants, le pouvoir, l'État américain derrière. Donc, il y a cet enjeu-là. Alors, les femmes Macron n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Big Pharma et consorts, donc ça va chauffer là. Ça va là. Donc, il y a ça. Elon Musk a compris cet enjeu de la liberté d'expression.
il a porté ça. C'est pour ça que sur son truc social X, hein, il se positionne en champion de la défense au plus fort de la victoire. Là. Dès que il a dit, il dit que tous ceux qui sont à la victoire de Trump, là, a dit, il faut vous demander d'où venait l'information. C'est ce que... ça va, c'est bon. C'est ce qu'il dit. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ma source est fiable. Chez moi, il y a la liberté d'information. Vous avez suivi les médias grand public. Ils vous ont menti. Il le dit clairement dans son... Vous voyez donc en le disant, il s'oppose comme le héros, le champion de la défense, de la promotion de la liberté d'expression. Et aux États-Unis, ça résonne très fort. Ça résonne très fort, je pense, le fameux cinquième amendement. Ça résonne très fort aux États-Unis. Bon, mais ça, c'est ce qui met en avant. Mais derrière, il y a les gros intérêts financiers. On va y revenir maintenant. C'est le patron, je crois, de quoi? De Starlink. Starlink et Tesla. Oui, mais il y a aussi une autre là. Il y a aussi une autre, Neuralink. Voilà, tout ça, c'est le patron, tout ça. Et l'armée américaine dépend de ce monsieur en matière d'information satellitaire. Vous imaginez le pouvoir qu'il aura et les enjeux qu'il porte derrière lui. Quand on voit aujourd'hui l'état d'arriération technologique de l'armée américaine par rapport à une armée comme l'armée russe, les armées chinoises, vous voyez les enjeux? Vous voyez les enjeux? Donc, en plus de gros intérêts et de tous les marchés qui sont à l'horizon pour lui, mais il est un levier important dans les mains de Donald Trump pour réorganiser l'armée américaine et essayer de rattraper son retard, de vivre son retard sur les armées chinoises et les armées russes, par exemple. Trump a dit qu'il fera de lui le secrétaire, il va le faire secrétaire d'État. Mais en charge de quoi? De ce qu'il appelle l'assainissement financier des dépenses publiques. Donc, vous voyez les enjeux. Donc, ce sont des alliances. L'important, c'est de savoir l'impact qu'ils auront en termes de... Mais en même temps, ces gens-là sont des figures de l'establishment. Elon Musk, moi, je m'en méfie énormément. Je m'en méfie énormément. Quelqu'un qui a le projet de remplacer les ventres normaux des femmes par les ventres robots, des robots, si tu les photos, je le trouve, il est dangereux. Il est dangereux. Moi, je trouve que Elon Musk est dangereux. Et nous, les panafricanistes, on va le combattre. Mais on est dans la géopolitique, on est dans des stratégies et tactiques électorales, on sait gérer tout ça, mais dans notre ligne de mire, Elon Musk n'est pas fiable, de notre point de vue. Mais ça, c'est des contextes que Trump va gérer. Wow. Et je gagne beaucoup. Nous gagnons beaucoup, je viens d'expliquer ça. Une fois de plus, à nous de nous en servir. Un autre pan, la question du monde multipolaire et de son rapport avec les États-Unis. Nous savons que les États-Unis sont aujourd'hui une hyperpuissance. C'est vrai qu'ils ont régressé, mais aujourd'hui ils le sont toujours. Et nous avons face à nous le monde multipolaire incarné par la Russie, la Chine et d'autres puissances. Nous avons eu le sommet de Kazan récemment, piloté par la Russie. Monsieur le Président, quel sera le rapport de Trump au monde multipolaire et à la Russie? Monsieur Trump va combattre la Chine. Le jeu américain sur le plan géopolitique, c'est de s'assurer que la Chine ne soit pas unie à la Russie. Plus la Russie est faible, plus ça donne les moyens aux Américains, en neutralisant l'axe russe, de mieux combattre leur principal ennemi qui est la Chine. Mais les démocrates ont fait quoi? Ils ont fabriqué un grand mariage, n'est-ce pas, entre la Russie et la Chine. La Chine a accès à des matières premières moins chères qui hier profitaient à l'Europe, à la croissance européenne. Donc, c'est un mariage de raison. Ce mariage, il est puissant. Trump va essayer de lutter contre ça. Il va mener sa bagarre habituellement, comme il a tout mené contre les Chinois, parce que son but, c'est de réindustrialiser l'Amérique. American First, c'est son slogan préféré. Donc, il va essayer de faire ça. Alors, au niveau du monde multipolaire, mais c'est une bonne chose. Ça va renforcer le monde multipolaire par l'absurde. Oui, oui. Ça renforce le monde multipolaire par l'absurde. Quand on dit monde multipolaire, c'est que les Américains qui forment leur pôle. Nous disons monde multipolaire, hein? On parle français. Les Américains forment leur pôle.
L'Élysée dit que vraiment, maintenant, il faut une défense européenne. C'est pour les naïfs, vraiment, ça dit que c'est. Mais bon, on va qu'ils essayent. C'est bon, qu'ils lancent. Donc, le pôle atlantique, le grand pôle occidental, face à Donald, il va renforcer une tendance qui s'est déjà destinée, à savoir l'extrême vassalisation de l'Europe par rapport aux États-Unis. Les Européens sont des vassaux des États-Unis. Poutine les appelle, il a raison. Et voilà les gens qui vous donnent les leçons, aux Africains. L'Europe est colonisée par l'Amérique. L'Europe, c'est une colonie américaine. Les États européens sont des colonies américaines. Donc, Trump va renforcer ça. Il les a déjà avertis. Il dit, si vous ne payez pas, Poutine vous envahit, moi, je ne m'occupe pas de ça. Payez, payez, payez. Bon, on verra comment les Européens qui disent qu'ils veulent être indépendants, on les encourage. Ils vont apprendre à lutter maintenant pour l'indépendance, comme les Africains luttent pour l'indépendance. Ils vont apprendre ça. Donc, on les encourage dans ça. Donc, ça renforce la multipolarisation. C'est bon pour l'Afrique. Nous. Vous ne voulez pas dire plus que ça. On se comprend. Plus le monde est multipolaire, plus c'est bon pour nous. Oui, c'est ça. Donc, voilà, tout ça, c'est bon. Nous sommes pour un monde vraiment multipolaire. Nous, les panafricanistes, on est pour un monde vraiment multipolaire. Trump dit, moi, je n'ai pas le temps pour m'occuper des affaires internes des pays. Ça me fatigue tout ça. Les guerres, ces guerres-là, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, lui, ça nous arrange. Comme durant son premier mandat, il disait, quand on a parlé de l'affaire du Zimbabwe, il dit que, mais qu'est-ce que je m'en fous si les Zimbabwéens trouvent que c'est bon pour eux d'avoir un président qui a 120 ans à la tête du pays. Il dit, ça ne me regarde pas. Mais, non, attendez, vous voulez quoi? Vous voulez que ça nous arrange, nous les panafricanistes? Ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais en même temps, la multipolarisation du monde aussi va nous obliger à travailler, et particulièrement nous les panafricanistes, pour nous libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes pour un monde multipolaire dans la perspective de libération de l'Afrique. Hein. C'est pour ça que nous sommes pour le monde multipolaire. Attention, c'est un moyen pour libérer l'Afrique. Donc on va savoir jouer, n'est-ce pas, devant le multipolaire d'une offre unipolaire dans laquelle nous avons sombré dans notre relation avec les Occidentaux pour avoir une offre multipolaire. Il est toujours bon pour une femme de sentir qu'elle n'est pas coincée dans une seule offre. Ça veut dire que tu as de la valeur, n'est-ce pas, ta cote augmente, etc. Mais ça, c'est sur le plan objectif. Ça ne remplace pas. Ça ne peut pas remplacer le travail propre des Africains eux-mêmes pour profiter de cette nouvelle donne. Donc, Trump, par rapport aux BRICS, ça va être une affaire de défendre les intérêts américains. D'ailleurs, comme lui, c'est un homme d'affaires, comme lui-même, il aime les transactions. Si les BRICS, pour lui, ce ne sera pas seulement un adversaire, c'est aussi pour lui des opportunités de transaction. Il ne s'en privera pas. Lui, il ne s'en privera pas. Hein. Il le dit. Oui, la manière avec laquelle il avait géré l'affaire, sa relation avec la Corée du Nord. L'affaire de comment il aborde ça. C'est une transaction entre lui et Chine pour amener la paix. Transaction, on va discuter. Et le dépravé de Kiev, il a compris. Il sortit maintenant comme un cabri. Il paie juste. Comment ça dit vraiment? L'idiotie, c'est quelque chose. Hein, c'est Zelensky-là. Donc, par rapport au monde multipolaire, c'est ça. De l'autre point de vue, ça va renforcer la dynamique multipolaire. Toute cette compétition-là va obliger les différents blocs, les différents pôles à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est tant mieux pour l'Afrique. Tant mieux pour l'Afrique. Et l'Afrique va profiter de tout ça pour se réveiller. Il revient donc par l'africanisme. C'est ça aussi les enjeux. De se mettre à la hauteur. C'est pour ça que je dis souvent que les vrais débats par l'africanisme n'ont même pas commencé encore. On était dans l'échauffement. C'était la première phase. La dénonciation de France, pas tout ça. Maintenant, les vraies choses vont arriver. Il faut être en mesure de se positionner, de se lever au niveau de ces enjeux globaux, multipolaires, pour les inscrire dans un dépassement qui vise la préservation humaine. Et je l'ai toujours dit,
l'avènement de cette vraie civilisation de l'universel où la cruauté, la puissance, la cupidité, le goût de l'argent va être remplacé par l'aspiration à une véritable fraternité des humains. Monsieur le Président, dans l'entame de l'émission, vous avez évoqué l'aspect géoéconomique, mot que vous avez utilisé, du monde. Et nous avons constaté que le président Trump, dans ses échanges, depuis un certain temps, utilise le Bitcoin. Monsieur le Président, le dollar est une monnaie aujourd'hui qui a une extraterritorialité. Est-ce que le président Trump, dans son rapport avec le Bitcoin, remet en question la question du dollar? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il anticipe sur l'avènement des BRICS. L'Amérique anticipe sur le monde multipolaire à travers le Bitcoin. C'est-à-dire que la blockchain. Et à ce niveau-là encore, il faut rappeler notre avant-gardisme. À l'époque, les blockchaineurs ont tout fait pour que le président Badakani et le NMP, les ERD, ont cherché notre caution. Nous avons toujours dit non et avons résisté. Après, il y avait un débat. On disait non, vraiment, la blockchain, c'est une technologie neutre, il n'y a personne derrière, elle s'autogénère, s'autodéveloppe. Mais je leur ai dit non. Arrêtez vos affaires là. Je leur ai dit, allez mentir les enfants. Ça, c'est la CIA, c'est les États-Unis. Vous êtes témoins de toutes ces batailles qu'on a menées à l'époque. Des séminaires où ils avaient invité, ces séminaires toujours en queue de poisson, parce que chaque fois que nous, on se levait, on gâtait le séminaire, comme on dit au quartier. On dit, laissez ça, c'est la CIA. Bon, le débat est clos maintenant. La CIA. Donc l'Amérique a préparé, c'est anticipé le monde multipolaire. La blockchain est son arme. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez la réponse des BRICS est claire. Les BRICS aussi ont anticipé. Les BRICS n'ont pas peur de la monnaie électronique. D'ailleurs, ils misent là-dessus, sauf à la différence des États-Unis. C'est ça la différence. Pourquoi vous dites que le monde multipolaire, là, c'est bien. Voilà, c'est une bonne chose. La différence, c'est que les BRICS disent que non, tout ça va être adossé à des richesses réelles. Là où les Américains préparent la spéculation pour la spéculation, les Russes disent que ça va être une monnaie réelle, adossée à des richesses réelles et aux monnaies nationales. Et c'est ce que moi j'ai toujours demandé à tous les blockchainers que j'ai rencontrés. C'est un autre combat. Il faut que les États prennent ça en charge, pas la spéculation. Comme ça qu'on a eu les scandales ici de l'IEB, l'IMAL, pour ne parler que de ça, et tous ces gens qui ont perdu d'énormes sommes d'argent dans des transactions liées à la Bitcoin, etc. Même Trump déjà spécule avec les Bitcoins, vous le savez déjà, il a commencé à faire ça avec les Elon Musk, tous ces consorts. Donc, tout ça, les BRICS, c'est quoi? Les BRICS vont mettre fin au franc CFA ou pas? Les BRICS, c'est la fin du franc CFA. Les BRICS ont dit aux pays africains, vous l'adhérez ici, vous quittez le franc CFA. Mais c'est une façon déguisée de dire qu'on va vous aider à détruire ce machin. Et il y a longtemps que nous avons du NMP, j'ai même dit à un des congrès du NMP, en 2018, que moi je ne parlais même plus de cette affaire. Pour moi, c'était un combat gagné. Mais les gens ont dit, mais pourquoi, président, pourquoi? Je disais, mais vous ne voyez pas le monde qui vient laisser la France. Elle pense qu'elle a seulement affaire aux pays africains. Non. Des forces viennent plus loin qu'elle ne voit pas. Je parlais des BRICS. Donc, et on y est. Aujourd'hui, les jours de France, c'est façon comptée. Les jours de France, c'est façon comptée. Et tous ces présidents-là qui s'accrochent la tête par côté monétaire, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. C'est terminé. Donc, la pression multipolaire va mettre nos dirigeants au travail. Veut ou pas? Ils vont travailler. La fainéantise des chefs d'État là qui se sont mis avant comme ça et ne veulent pas se battre, ne veulent pas combattre, veulent seulement jouir, n'est-ce pas, les avantages des chefs d'État, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé ça, c'est clair. Donc, toute cette dynamique globale, dynamique mondiale, doivent être mises à profit par les panafricanistes et les Africains pour qu'on se libère. Et c'est une question, ça va aller, le panafricanisme va aller dans sa deuxième phase. Hein. Je l'ai toujours dit. Là, c'était la première phase. Une deuxième phase arrive qui va être, qui va profiter de tous les avantages de l'avènement de l'AES. Allez, pour donner le panafricanisme, n'est-ce pas, et donner une deuxième jeunesse à l'AES. Donc, cette dynamique-là arrive. Vous ne pouvez pas, elles sont tectoniques, mais elles sont inévitables. Elles arrivent. Monsieur le Président, nous allons pratiquement boucler avec ce direct. Monsieur Donald Trump a été victime de 2 tentatives d'assassinat. Oui. Et il y a l'une qui a été pratiquement spéciale.
celle où il a évité une balle d'un centimètre près. Et quand il est revenu sur scène lors de l'investiture du Parti républicain, il a dit, si je suis devant vous, Dieu m'a épargné pour que je sauve l'Amérique. Ce sont là Il a ses répété propos. hier au discours. Et quand on voit les résultats, nous constatons que la présidentielle est acquise, le Sénat est acquis, la Chambre des représentants est également acquise. Une forme de plein pouvoir que le peuple américain lui a donné. Et nous rappelons également qu'il avait désigné l'ennemi intérieur. Certainement, il sait de qui il parle. Quelle sera dans la suite pour les États-Unis au plan interne et quel est le message que cela envoie au plan externe? Bon, il y a incontestablement, veut ou pas, une dimension métapolitique dans la dynamique MAGA. Il y a cette dynamique-là. Et elle est intéressante pour nous. Bon, à la différence que nous, au niveau du NMP et du panafricanisme, ce n'est pas notre métapolitisation n'est pas basée sur une dynamique religieuse, comme c'est le cas avec les évangéliques, n'est-ce pas? N'est pas basée sur une dynamique religieuse. Nous, la métapolitique est née de la prise de conscience de ce que l'humanité était sortie de l'histoire pour entrer dans des enjeux qu'on ne peut comprendre que si on lève sa tête au-delà de l'histoire et on regarde le ciel, on regarde Dieu, on regarde le cosmos et toutes ces lois universelles objectives et réelles, qui permettent de faire une lecture spirituelle du monde et de ses enjeux. Lecture spirituelle. Dieu existe. Il est le père de la science. Ça s'est théorisé dans des livres, hein, des auteurs qui ont écrit. Désormais, les preuves de Dieu, l'existence de Dieu. Ce livre-là, je l'ai. C'est dans la bibliothèque du parti, on lit toutes ces œuvres-là. Il est le père de la science, mais le cosmos dépasse les lois scientifiques pour les élever dans des lois spirituelles, des lois divines. Et quand on parle des enjeux de civilisation, ça, les civilisations africaines l'ont connu, ont compris ça très vite, très vite. La Mahat, c'était ça. L'enjeu de la Mahat, c'était ça. Toutes les spiritualités africaines authentiques, c'était ça. Primordial, c'était ça. C'était de faire naître la civilisation du ventre de ce qu'on peut appeler la téléologie des mythes, c'est-à-dire l'explication de l'origine du monde. L'origine du monde, d'où est-ce que le monde vient, quelles sont les finalités de l'existence, pourquoi la vie, pourquoi la mort. Ce sont des questions fondatrices civilisationnelles qui permettent de féconder la politique, de féconder la science, de féconder, bref, l'organisation de la société, d'imprimer les tabous fondateurs non négociables. Les tabous fondateurs, on voit leur importance quand on les viole, hein, pas avant. C'est là que nous distinguons la question des tabous. Là. On voit les conséquences quand on viole. Et l'Afrique dit on ne viole pas les tabous. On ne viole pas les tabous. Tabou, l'Afrique. Donc il y a tout ça. C'est ça l'horizon métapolitique. Le LMP, nous dynamisons ça par une approche non religieuse, historique, qui réconcilie la politique avec les lois supérieures divines, la foi, débarrassée de ses oripeaux religieux. C'est ça la démarche. Donc, Trump nous plonge dans ça. Il n'est pas le premier, hein, il n'est pas le premier à parler de métapolitique. Beaucoup de courants dans le monde parlent de la métapolitique. D'ailleurs, le vrai christianisme, il est métapolitique. C'est la réconciliation du ciel et de la terre. Donc, pas la médiation de ce qu'on appelle le Fils. Mais quand on parle du Fils, du Christ, c'était avant même que la civilisation occidentale naisse. Hein. Les traditions spirituelles authentiques religieuses africaines primordiales parlent de tout ça, c'est pas nouveau. Des peuples connaissent ces principes-là. Donc, c'est ça. Nous, au LMP,
Nous voyons ça un peu à l'œuvre dans la campagne de Trump. Mais à ce niveau-là, nous, on ne prend pas référence sur lui. Hein. On tient compte du fait que, bon, voilà, ça arrive. Même Poutine est entré dans ça. Les dernières lois qui ont été votées en Russie, on est dans le cadre des gens, on commence à entrer dans la métapolitique. Donc, tous ces enjeux-là sont sur la table à la faveur de cette élection. Donc, le message est clair. Le vrai Dieu est de retour. Si vous voulez que je dise ça, le vrai Dieu est de retour. Et c'est ça qui nous sépare de la vieille géopolitique. La vieille géopolitique, elle était géographique, elle est géographique, basée sur la géographie, sur les frontières, avant, n'est-ce pas, la production, la réflexion stratégique, militaire, et plus tard civile, qui permet qui a permis l'avènement des écoles géopolitiques et des pratiques géopolitiques américaines, russes, françaises, occidentales, ce que vous voulez, cette vieille géopolitique-là n'a pas nié Dieu. Réaliser Dieu pour masquer les dynamiques non divines qui se manifestent aujourd'hui par ce que j'appelle la nouvelle dérive néo-malthusienne. C'est la question démographique, l'excès d'hommes sur la Terre, la manipulation des enjeux écologiques, le climat met tout ça derrière. C'est la question des nouvelles armes, stratégiques. C'est le programme HAP, tout ça qu'on sort. On peut créer des séismes, on peut faire tomber la pluie, etc. Tout ça, c'est cette transhumanité dans laquelle l'Occident nous bascule. Mais c'est basé sur la disparition de l'espèce humaine. La nouvelle géopolitique, n'est-ce pas, qui est métapolitique, qui est géospirituelle, comme je dis souvent, elle est basée sur tout ce que je viens d'expliquer. La redécouverte des principes divins, la revisitation des héritages spirituels primordial, prise occidentale, etc., qu'on renouvelle dans une actualité spirituelle nouvelle. Extrêmement nouvelle parce que elle prend en charge l'avenir de la destinée, l'avenir de l'être humain, l'avenir de l'espèce humaine. C'est ça la différence. Oui, c'est pas préserver une civilisation, même si on se base dessus pour un départ pour y arriver, mais c'est toujours pour sauver l'espèce humaine qui est l'homme. Thomas dit qui est l'Américain. Dans l'Afghanistan, on dit dans une certaine mesure qui est l'Africain. Nous, on dit oui, qui est l'Africain, mais qui est l'homme? Où est-ce qu'il va? Donc, c'est ça la grande aventure géospirituelle que nous tirons, n'est-ce pas, c'est cette élection de Donald Trump. Donc, Dieu est de retour. On le voit avec Trump, on le verra en Afrique dans les jours et les mois qui viennent en Afrique. Ça va en Afrique, de plus en plus, le vrai Dieu va placer à la tête des États ses enfants. Je ne dirais pas plus que ça. Il place à la tête d'État ses enfants. Merci, Monsieur le Président, d'avoir partagé une fois de plus vos analyses géopolitiques sur la situation aux États-Unis, notamment les élections présidentielles, qui a vu la victoire de Monsieur Donald J. Trump. Nous vous disons une fois de plus merci pour votre disponibilité. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la production de cette émission. Et avez-vous un dernier mot avant que nous nous quittions? C'est un message d'espoir, d'optimisme. Moi, je suis optimiste. Ce n'est pas un optimisme béat. Il n'est même pas idéologique. C'est un optimisme géospirituel basé sur une conviction vécue et inébranlable que, je répète encore, le vrai Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Des gens ont des projets pour l'humanité. L'Occident a des projets pour l'humanité. L'Asie a des projets pour l'humanité. Tous ces écoles géopolitiques, c'est le vieux monde, n'est-ce pas? Ils ont des projets pour l'humanité. Même certains courants panafricanistes ont des projets pour l'humanité. C'est une espèce de rupture, pour le retour aux sources et comme ça. Tout ça est important, tout ça est bien, mais Dieu a des projets pour l'humanité. C'est le projet du vrai Dieu qui est vrai, qui est le plus déterminant. Nous sommes des militants. De ce renouveau de la géopolitique mondiale, nouvelle perspective de l'humanité. Nous sommes des militants de cette perspective-là, enracinés dans une véritable foi, débarrassés de ces carcans religieux, n'est-ce pas, dans le vrai Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu.
les civilisations peuvent persister si elles n'ont pas Dieu à la base. Elles doivent l'avoir à la fin. Et cet espoir-là, mais est-ce qu'il est à ta vie, comme disait Cheikh Anta Diop, père son âme, le grand Cheikh Anta Diop? Est-ce qu'il est à ta vie? Dans une certaine mesure. Mais il est profondément humain. Il est profondément humain. Dieu est de retour, le vrai Dieu est de retour. Je répète encore, il va placer ses enfants à la tête des États. Et le Cameroun est dans la ligne de mire. Message d'espoir. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette émission. Nous saluons les abonnés, les internautes, tous ceux-là qui nous ont suivis de près ou de loin. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker sur notre chaîne. Ça envoie un bon signal aux algorithmes. Une fois de plus, merci, Monsieur le Président. Je salue tous ceux qui étaient scotchés. À bientôt. À bientôt.